Et si l'intelligence artificielle pouvait apprendre, comme un organisme vivant? C'est un peu la promesse folle de l'apprentissage profond synergique ou APS. Aujourd'hui, on va plonger au cœur du réacteur pour comprendre ce qui rend cette technologie si radicalement différente de tout ce qu'on connaît. Le point de départ, c'est cette idée. Une idée qu'on retrouve partout dans la nature. Pensez à une colonie de fourmis ou à un écosystème. Il n'y a pas de chef d'orchestre, juste des règles locales, très simples, appliquées par des millions d'individus. Et de ça émerge une intelligence collective, complexe, robuste. Eh bien, c'est exactement cette philosophie qui est au cœur de l'APS. Alors voilà ce qu'on va voir ensemble. D'abord, on va vite regarder pourquoi les modèles actuels ont leurs limites. Ensuite, on plonge dans le vif du sujet, l'entité d'information. On va la décortiquer, voir son anatomie, son moteur, avant de comprendre comment des millions de ces entités forment un système vraiment intelligent. On pourrait se dire, le deep learning fait déjà des miracles. Pourquoi aller chercher plus loin? Eh bien, parce que malgré toute sa puissance, il a des faiblesses. Des faiblesses qui tiennent à sa structure même. En fait, c'est une question de philosophie. Le deep learning classique, c'est un peu comme un gratte-ciel. C'est rigide, l'information monte étage par étage, du plus simple au plus complexe. L'APS, lui, c'est plutôt un organisme vivant, un réseau souple où les connexions se font et se défont, se renforcent, s'adaptent, en permanence. Et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire, rigide? Ça veut dire que ces modèles ont du mal à apprendre en continu. Quand on leur apprend quelque chose de nouveau, ils ont tendance à écraser ce qu'ils savaient avant. C'est ce qu'on appelle l'oubli catastrophique. Et puis pour eux, fusionner l'image, le texte et le son, ça reste un vrai casse-tête. Et c'est là qu'arrive la réponse de l'APS. Pour régler ces problèmes, il faut tout repenser, à commencer par la brique de base. On ne parle plus d'un simple neurone passif, mais d'une entité d'information, une entité active et autonome. Et ça, c'est vraiment le cœur du changement. Une entité, ce n'est pas juste un chiffre dans un tableau. Non, c'est un mini-agent qui a sa propre perception, sa propre mémoire et qui évolue. On passe d'un traitement de données passives à une interaction avec des informations qui agissent. C'est un changement de paradigme complet. Alors, pour être qualifiée d'objet d'apprentissage, une entité doit posséder ces 4 qualités. Elle doit pouvoir se faire une idée de ce qui se passe, c'est sa représentation. Elle doit pouvoir changer avec le temps, avoir un état présent qui guide ses décisions, et surtout, se souvenir de son passé pour mieux anticiper le futur. Allez, c'est le moment de mettre les mains dans le cambouis. Maintenant qu'on sait ce qu'est une entité en théorie, on va regarder comment elle est faite à l'intérieur. C'est là qu'on va trouver le vrai moteur de l'APS. En fait, tout le comportement d'une entité repose sur 3 variables clés, 3 piliers. On va les noter R, S et M. Chacune a un rôle bien précis, mais elles sont totalement interdépendantes à chaque instant qu'on appelle T. Le R, pour représentation, c'est tout simplement la perception de l'entité. C'est sa façon à elle de traduire l'information brute qu'elle reçoit de l'extérieur. Par exemple, si l'entité regarde une image, son R pourrait être un petit vecteur qui décrit les couleurs et les formes d'un minuscule pixel. Le S, pour state ou état, c'est le chef d'orchestre interne. C'est son contexte, son humeur du moment si on veut. C'est cet état qui va décider comment la nouvelle information R doit être interprétée et quel message l'entité va envoyer à ses voisines. C'est vraiment la pièce centrale qui connecte tout. Et enfin, le M, la mémoire, c'est la sagesse accumulée de l'entité. Mais attention, ce n'est pas un disque dur passif, c'est une mémoire vivante qui se met à jour en permanence pour aider l'entité à reconnaître des schémas, à comprendre ce qui s'est passé avant pour mieux agir maintenant. Bon, maintenant qu'on a toutes les pièces du puzzle, voyons comment elles s'emboîtent pour créer ce fameux processus d'apprentissage. Comment une entité arrive-t-elle à s'adapter à partir de ce qu'elle perçoit? Eh bien, tout le secret de l'adaptation tient dans cette simple formule. Ça peut faire un peu peur, mais l'idée derrière est incroyablement simple. Elle dit juste que la mémoire de demain, M à l'instant T plus 1, c'est le résultat d'un mélange intelligent entre la mémoire d'aujourd'hui, MT, et la perception du moment, RT, le tout pondéré par l'état actuel, ST. Si on décortique un peu, au cœur de tout ça, il y a cette fonction phi. Son rôle, c'est d'être un régulateur intelligent. Elle ne va pas brutalement remplacer l'ancienne mémoire par la nouvelle, non. Elle va intégrer la nouvelle perception en douceur, en tenant compte du contexte, pour créer une mémoire qui est à la fois stable et à jour. C'est ça le secret de l'apprentissage sans oubli. Donc, à chaque instant, chaque petite entité fait tourner en boucle ce cycle en 4 temps. 1. Je perçois. 2. J'actualise ma mémoire. 3. Je communique ce que j'ai compris. Et 4. Je m'ajuste pour faire mieux la prochaine fois. C'est une boucle de feedback constante. Et le but de toute cette agitation interne, ce n'est pas juste que l'entité devienne plus intelligente toute seule dans son coin. Le but, c'est qu'elle devienne plus cohérente, plus fiable, un meilleur membre du collectif. En gros, elle apprend à coopérer. Ok, on a vu l'atome, l'entité. Maintenant, prenons de la hauteur et regardons comment des millions de ces atomes créent une matière intelligente, un système complet. C'est là que la vraie magie opère.
C'est ça qui est fascinant. Chaque entité suit ses petites règles locales, très simples. Mais collectivement, elles donnent naissance à un système qui a des propriétés incroyables. Il s'organise tout seul, il est hyper résistant aux erreurs, il s'adapte en temps réel et il n'arrête jamais d'apprendre. Et dans la vraie vie, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça donne des groupes d'entités qui se spécialisent spontanément, des clusters. Un groupe va se former pour détecter des visages, un autre pour comprendre la parole, en tissant ensemble des infos qui viennent de la vision, du son, du texte, de manière complètement fluide. L'avantage énorme de tout ça, si une source d'infos devient inutile, disons qu'un micro tombe en panne, le système ne plante pas. Pas besoin de tout réentraîner. Les entités liées à ce micro vont juste voir leur connexion s'affaiblir. Elles s'isolent et le reste du réseau se réorganise tout seul pour compenser. Et cette citation, elle résume tout. Elle boucle la boucle. On ne cherche pas à construire une intelligence de A à Z. On cherche à créer les conditions, un environnement pour que l'intelligence émerge d'elle-même, comme dans la nature juste par la répétition d'interactions locales. Ce qui nous laisse avec une question assez vertigineuse. Si des comportements aussi complexes et intelligents peuvent naître de règles aussi simples, à une échelle locale, ça nous force à revoir notre définition de l'intelligence. Peut-être qu'au fond, ce n'est pas une force centrale, planifiée, mais simplement le résultat harmonieux d'une infinité de petites synergies locales.